Après l'ouverture d'une première vague de 11 nouveaux centres à travers le territoire national, Sa Majesté le roi Mohamed VI, président de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, donne ses instructions pour que les centres réalisés par la Fondation et achevés démarrent leur activité d'accueil et de prise en charge socio-médicale en faveur des populations issues des milieux défavorisés. Cette deuxième vague de mise en service concerne 9 nouveaux centres répartis dans 9 villes du royaume, à savoir Tanger, Oujda, Fès, Jrada, Salé, Rabat, Temara, Casablanca et Mdiona. Les développements avec Aïdji Lutété. La Fondation Mohamed V pour la solidarité renforce ses différentes structures à travers le royaume. Sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, 9 centres vont démarrer leurs activités d'accueil et de prise en charge socio-médicale en faveur des populations issues des milieux défavorisés. Ces centres sont implantés dans 9 villes. Ils ont été édifiés selon 3 programmes distincts de la Fondation. Ainsi, Temara enregistre la mise en service d'un nouveau centre médical de proximité. Des établissements médicaux spécialisés bénéficieront aux populations de Fès et de Casablanca. Les conduites addictives ne sont pas en reste. 2 unités se chargeront de les traiter à Salé et à Tanger. Notez également la mise en service d'autres projets relevant d'une part des interventions de la Fondation en matière de lutte contre la précarité et d'autre part au soutien à l'insertion économique des jeunes issus des milieux défavorisés à travers notamment la promotion de l'entrepreneuriat. Les villes concernées sont Mdiona, Salé, Jrada et Oujda. Rappelons que cette haute directive royale intervient quelques mois après l'ouverture en février d'une première vague de 11 nouveaux centres à travers le territoire national. Arrêtons-nous à présent sur le second round du dialogue social qui a été lancé hier à l'initiative du chef du gouvernement, Aziz Arnouch, en présence des ministres concernés ainsi que des représentants des centrales syndicales et du patronat. L'occasion de faire le bilan des premières mesures mises en place par le gouvernement depuis l'accord signé le 30 avril et d'exprimer les revendications de chacun des acteurs. Les développements avec Yassine Lassès. Ce second round de discussion a permis à l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, syndicats et patronat, d'élaborer une vision commune relative à la mise en place de mécanismes d'accompagnement pour l'institutionnalisation du dialogue social. Il s'agit notamment de l'Observatoire national du dialogue social et de l'Académie de la formation dans le domaine du travail, de l'emploi et du climat social. L'objectif, faciliter l'application des engagements sociaux établis par le gouvernement. Le dialogue social se porte bien, le gouvernement et les syndicats y adhèrent dans le cadre d'une approche participative avec les centrales les plus représentatives et les entreprises pour réaliser nos objectifs dans les mois à venir. Cette rencontre a également permis aux participants de mettre sur la table des discussions plusieurs revendications. Que ce soit du côté des centrales syndicales ou du patronat, chacun a pu faire avancer son agenda en rappelant les sujets qu'il considère prioritaires, tels que la hausse des pensions de retraite ou la réglementation du droit de grève. Nous avons abordé un point que nous considérons à l'Union marocaine du travail comme très important. Il s'agit de l'accord trouvé avec le chef du gouvernement en tant que président du conseil d'administration de la CNSS concernant la hausse de 5% des pensions de retraite. Nous attendons du gouvernement et des centrales syndicales qu'elles respectent leurs engagements concernant 2 points très importants. Il s'agit de la discussion et de la négociation autour de la réglementation du droit de grève et de l'actualisation du Code du travail. S'inscrivant dans le prolongement de l'accord du 30 avril, ce round a également permis de faire le bilan des réalisations dans le cadre de cet accord et de saluer la disposition du gouvernement à honorer ses engagements, et ce à travers l'augmentation immédiate de 5% du SMIC dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales et de 10% du SMAC dans le secteur agricole. Je vous le disais en titre, c'est un projet stratégique qui émane de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le gazoduc Nigeria-Maroc a fait l'objet d'un mémorandum d'entente cet après-midi à Rabat entre la CEDEAO, la République fédérale du Nigeria et le Royaume. Un accord synonyme de développement d'une infrastructure gazière régionale au profit de tous les pays que ce gazoduc traversera. Jada Berdan, Salim Abneb. Il pose les fondations du gazoduc Nigeria-Maroc. Cet accord, paraphé cet après-midi, confirme l'engagement de la CEDEAO et l'ensemble des pays traversés à contribuer
à la faisabilité de cet important projet qui, une fois achevé, fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest soutiennent ce projet. Le Nigeria contient d'importantes ressources gazières. La position du président nigérian est très claire. Il soutient la mise en œuvre de cette infrastructure aux côtés du gouvernement marocain. Ce projet va se réaliser. C'est vraiment un moyen de faire face au déficit énergétique dans la région. Le gazoduc longera la côte ouest africaine depuis le Nigeria, en passant par notamment le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal entre autres, et enfin la Mauritanie jusqu'au Maroc. Il va de soi que ce projet nous impose à tous, c'est-à-dire à tous les pays côtiers concernés par ce gazoduc, qui sont au nombre de 13, auxquels s'ajoutent 3 États enclavés, de travailler de concert pour mener à bien ce projet. Ce gazoduc sera connecté au gazoduc Maghreb Europe et permettra d'alimenter les États enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali, de quoi assurer un approvisionnement constant et fiable en gaz à tous ces pays et dans le même temps améliorer le niveau de vie de ces populations. La page internationale avec la cérémonie d'investiture du président de la République d'Angola, une cérémonie lors de laquelle Sa Majesté le roi Mohamed VI était représenté par le chef du gouvernement, Aziz Zarnouch, qui a été reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Luanda et qui a remis au président réélu un message de félicitations de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est un ballet diplomatique qui a eu lieu pour les deux parties engagées dans la guerre en Ukraine. Alors que Vladimir Poutine a rencontré aujourd'hui Xi Jinping en Ouzbékistan, Volodymyr Zelensky a reçu Ursula von der Leyen qui lui a promis un soutien indéfectible. Les détails dans ce récit de Yassine Aziz. Pour sa première rencontre avec Xi Jinping depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine est en quête de soutien. Le président russe a saisi cette occasion pour remercier la Chine pour sa position équilibrée concernant la crise ukrainienne et les sanctions imposées à la Russie. Il a également insisté sur la nécessité de faire face à ce qu'il qualifie d'hégémonie américaine pour imposer un monde multipolaire. Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment pris une forme absolument laide et sont totalement inacceptables. De son côté, l'Union européenne continue d'apporter son soutien à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Kiev pour une visite destinée à faire avancer le processus d'intégration de l'Ukraine à l'UE. Nous ne pourrons jamais compenser ce que vous faites dans votre combat pour la démocratie. Mais nous pouvons vous dire que vous avez vos amis européens à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra. Sur le terrain militaire, la contre-offensive ukrainienne continue de porter ses fruits. Ici, dans les environs d'Izium, ville stratégique reprise aux forces russes, des dizaines de chars et autres véhicules militaires détruits jonchent le sol, juste à l'extérieur de la ville. Ils témoignent du repli de l'armée russe qui a quitté la région. Le bilan des violents affrontements à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'alourdit en passant à plus de 170 morts. Cette escalade inédite depuis 2020 menace le processus de paix fragile entre ces deux pays rivaux du Caucase. Un cessez-le-feu était toutefois respecté aujourd'hui selon l'Union européenne. Les combats qui avaient éclaté mardi ont pris fin la nuit dernière grâce à l'implication de la communauté internationale. C'est ce qu'a indiqué le Conseil de sécurité national arménien.